tarder, on va aller vers Monsieur Nicolo Trombagiolo. Oui. C'est un des membres du Fieldwiz depuis, je Oui, pense, vous m'entendez? octobre 2018, Monsieur Nicolo. Oui, absolument. Voilà. Attendez Donc, juste. enfin, nous sommes vraiment ravis de vous compter parmi nous et on va essayer de profiter un petit peu de vos connaissances concernant cette technologie et ce que vous véhiculez comme technologie. Oui, parfait. Et juste avant de commencer, vous m'entendez bien? Très Je bien. voulais juste confirmer ça. Parfait. Attendez, je bouge un peu l'écran. Top. Alors, oui, alors bonjour, merci pour m'avoir invité, merci à l'université et merci à TechnoPerf pour m'avoir invité à cet événement et pouvoir partager mes connaissances. Alors, une brève introduction sur ASI. Nous sommes une société suisse qui est spécialisée en GPS. On en fait surtout dans le domaine du sport. Donc, Vous faites un partage d'écran, s'il vous plaît, s'il y a quoi que ce soit à partager. et oui, alors pas pour l'instant, mais D'accord. ça va arriver. Et on est spécialisé dans le milieu comment dire, dans le milieu du sport, mais on fait aussi d'autres domaines, comme par exemple la viticulture ou les montres, en tant qu'en Suisse. Et notre produit de pointe s'appelle le Fieldwiz, qui est un GPS pour les footballeurs. Alors, de nos jours, dans le football, c'est indispensable d'avoir un outil GPS qu'on place sur le dos via une brassière. Et on peut remarquer régulièrement que maintenant, tous les joueurs portent ça lors d'un match ou dans l'entraînement. Il suffit d'aller sur Google et taper entraînement Liverpool, on voit qu'ils ont ces brassières noires avec un outil électronique sur le dos. Nous, on fait aussi ça, mais à un prix beaucoup plus bas pour les clubs qui n'ont pas les mêmes budgets que Liverpool ou Real Madrid ou Barcelone. Et pourquoi? Pourquoi c'est indispensable? Pourquoi même les petits clubs ont besoin de ça malgré tout, malgré que je ne joue pas la Champions League? Parce qu'on a découvert avec le temps qu'il y a 5 piliers dans la préparation dans le football. Un, c'est le technique. Un, c'est le mental. Un, c'est le tactique. Et le quatrième, c'est le physique. Donc, et si le physique ne va pas, les trois autres n'arrivent pas à suivre. Donc, comment ça marche? C'est que ces outils permettent de voir les efforts de course à haute intensité et selon le potentiel de chaque joueur, on a la possibilité de se préparer de la bonne manière lors d'un entraînement pour le jour J. Et si on se prépare mal, par exemple, on fait trop d'efforts par rapport à nos capacités, notre potentiel, et on a une blessure ou tout simplement on n'est pas assez en forme pour le match, on sera trop fatigué. Et on voit surtout maintenant les joueurs qui jouent tous les 3 jours, ils sont souvent sujets à des blessures musculaires. Ça, c'est une preuve qu'en sur-effort, le muscle ne tient pas et justement après il lâche et ça crée justement des problèmes pour l'effectif. Et donc, mon but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment ça marche ce GPS, pas d'un point de vue, pardon le terme en anglais, pas d'un point de vue du hardware, je ne sais pas comment dire en français, mais d'un point de vue plus du logiciel, parce que c'est avec les données qu'après on va savoir comment ça marche, comment est le joueur. Donc, je vais partager l'écran, j'espère que ça marche. Alors. Voyez-vous, voilà, parfait. Et vous voyez mon écran? Magnifique. Alors, comme je vous ai expliqué, la partie avec le GPS est assez simple. On prend le GPS, on le met dans la brassière, on met la brassière sur le dos. C'est pas difficile. Et une fois que l'entraînement est terminé, on prend les GPS, on les met sur la plateforme et la plateforme génère un fichier qu'ensuite, via ce logiciel qui est en ligne, donc
accessibles sans besoin d'une licence. On va récupérer ces données. Maintenant, on prend un exemple. Vous voyez, tout simplement, je dois prendre les données suivantes. Je vais les chercher dans mes fichiers. Une seconde. Je vais prendre un exemple d'un match. Ça télécharge les données. Et en gros, une fois que les données sont prêtes, on aura déjà la possibilité de donner un nom. Donc, alors, normalement, on aura aussi un signe qui indique que c'est les données de telle date et qu'elles sont nouvelles. Et dans mon cas, ça n'apparaît pas parce que ces données ont déjà été traitées dans le passé. On prend l'exemple, on choisit si c'est un match ou si c'est un entraînement. Donc, quelle est la grosse différence? C'est que pendant un match, on a aussi accès à ce qu'on appelle vulgairement une heat map, donc un terrain où on voit tous les mouvements du joueur et ça sert pour justement l'analyse tactique. Or qu'à l'entraînement, ça ne fait pas de sens parce que de toute façon, les exercices ne mènent pas à avoir des exigences tactiques et donc tous les joueurs feront plus ou moins les mêmes mouvements. Et du coup, c'est plus pratique et plus rapide de sélectionner la partie entraînement. Ceci dit, on va rester sur la partie match parce que c'est la plus complète. Ça me permettra de vous montrer dans les détails le logiciel. Donc, on continue. Alors, la première option, c'est de sélectionner le terrain. Alors, normalement, je joue dans des stades, mais il se peut que l'entraînement ou le match d'une équipe de l'académie, on ait accès au centre sportif et on ne sait plus dans quel terrain on s'entraîne. Et typiquement, là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, l'astuce, c'est qu'il y a ce cercle jaune qui permet justement de localiser le terrain où a eu lieu l'entraînement ou le match en faisant une moyenne de où ont été utilisés les GPS. Une fois sélectionné, une fois choisi le terrain, on sélectionne les limites. Et maintenant, toutes les données resteront dans ce rectangle de jeu que nous mettons en place. Donc, typiquement, dans un entraînement, il se peut qu'on prenne en considération quand le joueur a fait des accélérations ici, derrière le but. Pendant un match, ça ne fait pas de sens. À moins que le préparateur veuille quand même prendre en considération l'échauffement du joueur. Mais j'ai jamais entendu ça. Et une fois qu'on est prêt, on sauvegarde. Et ça, c'est la partie cruciale. On doit sélectionner les joueurs qui nous intéressent au moment du match qui nous intéresse. Pour être très simple, dans un match, on fait première mi-temps, deuxième mi-temps. Donc, ce match a commencé, si je ne me trompe pas, et demi. Donc, il dure en moyenne 45 minutes. Pareil, le deuxième. Donc, maintenant, tout ce qui va se passer en période 1 et période 2 sera pris en considération. Là, on n'en a mis que 2 parce que c'est le match, mais on peut en mettre une infinité pour les entraînements. Ce qui fait du sens, parce qu'à l'entraînement, on peut faire plusieurs exercices et le préparateur ou l'entraîneur veut analyser la performance du joueur via chaque exercice, parce que chacun est différent l'un de l'autre. Ensuite, on doit sélectionner le joueur qui nous intéresse. Parce que, par exemple, je ne suis peut-être pas intéressé à voir qu'est-ce qu'a fait Maldini. Donc, je désélectionne. Ou peut-être que ce jour-là, Maldini était absent. Donc, son GPS a été porté par Nicolas Trambaiolo. Donc, que pour cette section, ce rapport, ça sera Nicolas Trambaiolo.
Ensuite, il y en a qui sont peut-être blessés. Par exemple, ici, c'est le cas de Figo. Donc, je réduis son temps de jeu avec une sous-partie et j'élimine sa deuxième mi-temps parce que de toute façon, il n'a pas joué. Donc, je prendrai en considération que son match jusqu'au moment de sa blessure. Une fois que je suis prêt, je sauve et je calcule. Ça, c'est la partie la plus longue, on va dire, parce que c'est le moment où les données sont traitées. Mais une fois qu'on a ça, on est prêt à faire l'analyse. Et j'en profite jusqu'ici. Est-ce que c'était clair pour tout le monde ou il faut une ultérieure explication sur ce que je viens de dire? Et Monsieur Mostafa, je pense que vous parlez, mais le micro il est coupé. Tout à fait, Il n'y a tout pas de à souci. fait, tout à fait. Oui, enfin, mille excuses. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est des capteurs de mesure de performance qui sont petits et légers aussi. Et je Oui. me demandais, c'est quelle version? Vous avez deux, trois versions, c'est la deuxième ou la troisième version? Alors nous, on est à la deuxième pour l'instant et il y a bientôt la troisième qui va sortir. Ouais. Alors Et ce qu'il y a comme, c'est-à-dire, ce que vous prenez comme mesure, c'est fréquence cardiaque, oui, distance. oui. Alors on va y arriver quand ça sera fini l'analyse. Mais en gros, on a trois sortes de mesures, trois grosses familles, on va dire, qui sont la fréquence cardiaque, la position et le mouvement. Et la fréquence cardiaque, ça se divise en battements par minute, fréquence maximale, et la moyenne des fréquences et l'analyse détaillée des zones de fréquence cardiaque. Donc, entre par exemple 200 et 250 battements par minute, entre 100 et 150, 150 et 200. Et tout dépendamment des capacités du joueur pour voir s'il est dans le rouge ou pas. Et ensuite, il y a la position qui est justement tout ce qui est distance totale, les zones de distance, donc de vitesse, pardon. Donc, par exemple, il a couru entre 10 et 15 km/h. Donc, en moyenne, c'est bien, mais ça reste une course légère. Et si on voit qu'il a couru en moyenne entre 20 et 25, on dit alors il s'est bien donné pendant ce match, parce que ça, c'est une course à très haute intensité. Ensuite, il y a la carte justement thermique, celle qui donne l'analyse tactique. Et ensuite, il y a le pourcentage dans les distances, justement, dans les zones du terrain que nous ciblons. Par exemple, si un ailier gauche est trop souvent en défense droite, c'est qu'il est complètement hors position. Et on peut voir ça via la fameuse heatmap. Sinon, il y a le mouvement, donc les accélérations, les décélérations, et le nombre de courses, etc. Donc voilà, là, on arrive à l'analyse. Comme je vous ai dit, on a tout début la distance moyenne. Ensuite, on a les distances à haute intensité. Ensuite, on a les fameuses distances par zone, donc entre 0 et 8 km/h, 8 et 10, 10 et 15, 15 et 20, 20 et 25. Alors, ça, c'est à peu près toutes les données qu'on donne. S'il y en a qui manquent, non, alors je les ai toutes données. S'il y en a qui ne m'intéressent pas, par exemple, qui n'intéressent pas la personne qui utilise, il peut en désélectionner. Par exemple, s'il ne travaille pas avec les décélérations, on peut prendre un peu plus léger ce rapport. Du coup, ils sont disparus. Alors ensuite, et ça, c'est pas universel. C'est chaque préparateur, chaque analyste a une propre manière et une propre philosophie d'analyser les données. Et donc, il y en a qui vont dire que une distance à plus de 20 km/h, ça leur intéresse. Il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas nécessaire. Il y en a qui travaillent entre 0 et 8, comme moi, parce que moi, je ne suis pas un préparateur, mais pour le peu de préparation physique que je connais, entre 0 et 8, c'est trottiner très doucement. Entre 8 et 10, ça commence à prendre de la cadence. Entre 10 et 15, on est déjà à mon rythme.
Mais il y en a qui, par exemple, calculent entre 0 et 1 pour voir s'ils ne bougeaient pas du tout. Il y en a d'autres qui prennent en considération que de 15 à 25. Donc, l'avantage, c'est que tout est ajustable à la philosophie de l'utilisateur. En plus, là, ça, c'est une vue d'ensemble. Mais on peut ensuite partager par période. Donc, par exemple, première mi-temps. Pour prendre l'exemple de Luis Figo, qui est que là en première mi-temps. Et en deuxième, il n'est pas là parce qu'il a tout zéro, parce que du coup, il n'a pas joué. Donc, c'est normal. Alors, on sait qu'il a fait que des zéros, mais on sait aussi qu'il n'a pas joué du tout la deuxième mi-temps. Donc, ça permet de justement avoir plus de détails sur la performance du joueur. Pareil, la fréquence cardiaque. Et ensuite, on peut passer à d'autres données. Par exemple, les données interactives, c'est-à-dire que c'est des données où moi je peux sélectionner ou désélectionner les joueurs qui m'intéressent et je peux les comparer entre eux. Là, ils sont tous sélectionnés, donc c'est un peu moins lisible. Par exemple, si je veux comparer les deux défenseurs latéraux, voilà, je peux voir que Roberto Carlos en vert a plus de pics de vitesse que Gary Neville. Mais ensuite, par exemple, je peux comparer leur distance totale. Oui, je peux voir que ça se reproduit aussi dans la distance totale. Ensuite, peut-être par curiosité, il veut comparer aussi avec les deux autres joueurs de la défense. Je ne vois pas, mais c'est pas grave. On peut les sélectionner, désélectionner au choix. Et pour toutes les données en cours, on peut sélectionner celles qui nous intéressent pour ensuite analyser dans les détails le match et déterminer si le joueur a atteint ses objectifs ou s'il y a risque de blessure aussi, ou s'il a besoin de majeur repos pour être optimisé et au top à l'entraînement suivant pour préparer le prochain match dans les meilleures des conditions. Si on n'aime pas les barres de comparaison, il y a toujours les tableaux qui sont disponibles. Là aussi, c'est pour rendre la vie simple au préparateur ou à l'entraîneur et faire en sorte qu'il travaille au mieux avec sa meilleure façon de travailler. Là, on arrive à une autre donnée que j'aime beaucoup, c'est la haute intensité par tranche. C'est-à-dire, si on prend des tranches de 5 minutes, donc 0, 5, 5 et 10, 10 et 15, on peut voir la moyenne de ces tranches de mètres parcourus par le joueur. Et on est donc en condition d'analyser le niveau d'intensité, mais surtout de voir si l'équipe a respecté les règles ou pas. On peut remarquer dans ce cas qu'il y a une tendance à aller fort au début, ils sont tous en forte croissance au début, jusqu'à plus ou moins la 30e minute, où tout le monde descend. Alors moi, je ne suis pas entraîneur, mais je peux voir que tu atteins un pic, le joueur commence à être fatigué. Après, on voit que soudainement, cela veut peut-être dire que justement, quand le joueur s'est blessé, Figo, ils ont eu le temps de souffler et du coup, ils ont eu le temps de se reposer et repartir à très haute intensité. Ça, c'est une interprétation, bien sûr, mais c'est déjà des informations qu'on n'aurait pas pu avoir sans l'utilisation du GPS, sans la technologie. Pareil, en deuxième mi-temps, on voit qu'ils sont tous en train de monter rapidement et soudainement, il y a une chute totale pour tous. Alors, moi, je interprète que c'est parce qu'ils ont encaissé un but. Après, ils ont un peu subi le contre-coup psychologique, mais par la suite, ils ont un peu regagné leur sens, leur sang-froid. Ils ont recommencé à jouer à très haute intensité, jusqu'à même essayer d'égaliser et gagner le match. Donc, l'utilité de cet outil, c'est pour voir dans les détails si l'intensité est gardée haute ou pas.
Surtout, ça sert aussi pour savoir s'ils sont capables de reproduire ces mouvements à haute intensité régulièrement dans un match. Parce que moi qui n'ai pas un athlète professionnel peux courir à 30 km/h. Sauf que je le fais une fois. Donc vous verrez mon pic ici, 800 mètres en 5 minutes à 30 km/h. Après, vous voyez à moins de 100 pour le reste du match. Le but, c'est vraiment comprendre à quel point ils sont capables de reproduire cette intensité ou quel moment du match il y aura souvent une chute pour aussi préparer le match suivant et travailler sur les points faibles. Apparemment, la fréquence cardiaque. J'ai mentionné tout à l'heure, mais je vous le répète, selon la fréquence cardiaque, on peut savoir si le joueur il a risque de blessure ou pas. C'est-à-dire, s'il est dans le jaune, ça veut dire qu'il est en train de faire une bonne performance. Il est en train de respecter son potentiel pour ensuite donner 100% dans le jeu. S'il est trop souvent dans le rouge, est-ce que j'ai un cas ici? Non, j'en ai pas. Mettons l'hypothèse qu'il est trop souvent dans le rouge, c'est un message pour l'entraîneur, c'est que le joueur il a été en sur-effort, et peut-être c'était trop tôt pour revenir d'une blessure, peut-être qu'il n'est pas bien entraîné, peut-être qu'il y en a même qui disent que peut-être il a mal dormi la nuit. Donc, à l'entraînement suivant ou au match suivant, c'est mieux qu'il souffle, parce que sinon, après, ça peut repayer sur les muscles et sur le score. De la même manière, s'il est sous sa moyenne idéale, ou il est en tout cas dans les 140 battements par minute, ça veut dire que le joueur ne s'est pas donné à fond. C'est purement physique. S'il n'est pas au-dessus de 150, c'est qu'il n'est pas en train de faire un bon effort. Donc, encore une fois, ça donne de la objectivité dans un sport qui est quand même très subjectif. Cet outil, que je sache, on est les seuls qui l'offront, mais ça sert aussi pour l'entraîneur, pour tout le côté tactique du match. Ça permet de redonner tous les mouvements qu'a fait le joueur pendant un match. On l'appelle le replay. Donc ici, par exemple, on peut sélectionner le numéro 9. On peut voir. Est-ce que vous aussi, vous avez l'écran un peu coupé? Ah voilà, top. On peut voir comment évolue sa vitesse en temps réel. Donc là, on voit qu'il est en train de même pas marcher. Ben là, ça commence à accélérer. Et on peut voir son futur mouvement. Donc, par exemple, ça serait bien si on trouve une action de contre-attaque. Probable ou quoi que ce soit. Ou le 2 aussi, qui va faire une percée pour la contre-attaque. On peut voir comment évolue sa course pendant sa contre-attaque, pendant son aide au jeu. Ou pour revenir défendre. Et justement, ça, c'est une option super utile pour l'associer à la vidéo. Ben, ça tombe bien qu'il y a Dartfish avec nous. Si vous Bien sûr, la vidéo reste le top parce que ça donne aussi la balle. Mais si on veut décortiquer encore plus pour avoir ce 1% d'avantage sur le joueur, le replay, c'est un bon complément. Par la suite, on revoit son niveau d'intensité. On revoit la vue d'ensemble qu'on a vue au tout début du match, du rapport. Sa fréquence cardiaque, ses moyennes de fréquence cardiaque. Et surtout, on voit en pourcentage le temps qu'il a passé dans chaque niveau de course, chaque tranche de course, si vous préférez. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, on a une analyse un peu plus détaillée de ses courses. Encore une fois, faire une accélération
d'accélération au-dessus du 15 km/h, que je considère le seuil de l'effort musculaire, a quand même un rythme assez élevé et a une bonne cadence, une bonne moyenne. Pareil pour les 20 km/h. Si on veut partager la fiche avec le joueur, il peut avoir sa fiche en PDF et on peut lui expliquer côte à côte comment il a performé physiquement et quels sont les points d'amélioration. Ou si jamais vous voulez partager ça avec l'entraîneur ou un dirigeant ou tous les joueurs en même temps, on peut avoir toutes les fiches d'un coup sur le même PDF. J'ai oublié un petit détail non négligeable, ça c'est une vue d'ensemble. C'est-à-dire que comme avant, on peut aussi voir par période, et dans ce cas, on aura droit à la fameuse heatmap, qui peut donner les positions du joueur en moyenne lors de... Attendez juste que ça télécharge, ça passe du temps. Normalement, ça vient tout de suite. J'ai déjà un aperçu ici. Voilà, c'était juste un problème de connexion. Donc, typiquement, lui, c'est un latéral droit. On peut dire qu'il a respecté son rôle. Il est toujours à droite, il défend, il pousse un peu au milieu de terrain et de temps en temps, il l'aide à la contre-attaque. Donc, on dit qu'il n'y a pas mieux que des images pour faire passer un message. D'un point de vue tactique, ça, c'est la meilleure des choses. Maintenant, ça, c'était l'exemple pour un match ou un entraînement. On peut, si on veut, avoir une analyse sur des longues périodes de temps. Donc, on sélectionne la date qui nous intéresse, on sélectionne si c'est un match ou pas, et on peut avoir une tendance. Et moi, j'ai qu'un match dans mon dossier, donc ça, on va voir que des petits points. On peut le faire. Vous voyez, il y a des petits points. Mais généralement, ce qui est beau, c'est qu'une fois qu'on a téléchargé les données sur notre profil, on peut créer une infinité de rapports différents à partir du même dossier. Donc, ça aide parce que, c'est pas évident, mais ça aide parce que ça permet de créer autant de rapports qu'on veut sans perdre le précédent. Dans l'option créer statistique, on peut voir ensuite que dans mes statistiques, j'ai toujours l'exemple du 31 octobre 2018, mais à chaque fois, je crée un exemple différent à une date différente. Donc, on peut explorer tout ce qu'on veut, du point de vue qu'on veut, par exemple, que les attaquants, que les défenseurs, que les joueurs qui ont joué la première mi-temps, ou même prendre en considération l'évolution des joueurs entre les différents scores, donc entre un 0-0 et un 1-0, un 0-2-1, etc. Et sans perdre ce qu'on a fait précédemment.
dans le but de justement donner accès à un maximum de données pour trouver ce point fort à maintenir et ce point faible à améliorer pour gagner le match suivant, et en gagnant le match suivant, gagner le titre. Je pense que j'ai tout dit concernant le logiciel. J'ai cru comprendre que tout à l'heure, vous aurez voulu peut-être voir un exemple du GPS. Ben, là, vous avez déjà un aperçu. Je peux vous montrer rapidement des aperçus en photo. Enfin, en attendant que la photo, que l'écran soit… Ah, parfait, pardon. Je n'avais pas partagé tout de suite, mais maintenant, je peux. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres sports collectifs? Handball, rugby, basket? Alors, rugby, oui, absolument. Et alors, ça marche dans tous les sports extérieurs parce qu'il n'y a pas le toit qui bloque le satellite. Le souci avec le handball, le basket, le volley, c'est que justement ça joue à l'intérieur et du coup le satellite envoie un signal qui est erroné. Et ça dépend ensuite du toit, parce que j'ai déjà essayé par exemple dans le tennis sous une bulle, ou même au football sous une bulle, et ça a marché. Par contre, j'ai essayé par exemple en Suisse dans le hockey, pas sur glace, mais ça s'appelle uni-hockey, donc on joue au hockey en marchant. Et là, j'ai même pas eu de signal du GPS qui n'a pas pris de données. Donc, c'est pour l'instant très conseillé que dans les sports qui se jouent à l'extérieur. Après, on a déjà travaillé dans le ski et on a un partenariat avec quelques fédérations de ski et des fédérations olympiques de sport d'hiver. Et on a fait aussi des tests dans le polo et des tests dans le beach volley. Voilà. Et vous voyez mon écran dans tout ça? Comment? Et vous voyez mon écran? Oui, les bénéfices sportifs. Voilà, parfait. Là, on peut voir que par exemple, il est tout petit, il est dans le dos, ça n'embête pas. C'est un outil qui doit être sur le dos parce que c'est l'endroit le plus sécuritaire. Et ça, c'est les exigences de la FIFA. Si, c'est très à la mode en avoir sur le torse pour la fréquence cardiaque ou même maintenant dans les chaussures, dans les chaussettes. Et pendant que celui sur le torse est encore toléré, on va dire, pas très accepté, mais on peut encore trouver des fédérations qui l'acceptent malgré la FIFA. Chaussures et chaussettes, c'est réputé très très dangereux. Et du coup, c'est pas quelque chose pour donner sécurité aux joueurs et lui simplifier la vie, qu'il pense à son jeu et pas à tous les appareils qu'il a dessus. La plateforme, je dirais qu'elle est comme ça. Elle peut avoir jusqu'à 30 outils. Donc, ça télécharge les données en quelques secondes de 30 outils. Ça change beaucoup la vie si justement on a une équipe entière à gérer. Si on doit que gérer quelques joueurs, je conseille plutôt d'acheter des outils séparément. Et les gilets peuvent être soit normaux, soit avec la fréquence cardiaque incluse. Donc l'avantage de la fréquence cardiaque, on l'a déjà dit. L'avantage de ne pas avoir la fréquence cardiaque, c'est plus d'un point de vue pratique, c'est-à-dire que le joueur, il peut la mettre sous son maillot ou sur sa veste, et ça ne doit pas être forcément la bonne taille. Ça peut être un peu plus large pour des questions de confort, mais du coup, puisque de toute façon, ça ne prend pas la fréquence cardiaque, c'est pas grave si c'est pas parfaitement, et j'ai pas le terme en français là, mais fit au joueur.
Et de l'autre côté, s'il a besoin de voir la fréquence cardiaque, ça doit être la mesure parfaite, même si ça dérange le joueur. Parce que sinon, ça risque de se décoller de la peau, et justement, le joueur ne peut pas prendre bien la fréquence. Je parle de mon expérience, et plein de fois, on m'a dit « Ah, mais c'est bon, c'est un grand joueur, et il va porter du L. » Et finalement, son tour de taille était du M. Et du coup, ça se décollait. Il disait que la fréquence cardiaque ne marchait pas. Et en fait, non, c'est pas que ça ne marchait pas, c'est que justement, c'était trop large et c'était pas stable. Et ben, comme je disais tout à l'heure, on travaille quand même avec la FIFA. Ils nous ont donné un certificat comme quoi c'est un matériel de haute qualité et donc on peut être porté dans tous les matchs officiels. Et là, on est en discussion aussi avec la fédération de rugby et de tennis pour nous faire approuver de la même manière. Et la station, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le logiciel, vous avez pu le voir. Y a-t-il d'autres questions? Je peux vous montrer quelques références qu'on a en Suisse, mais même à l'étranger. Enfin, il y en a deux ou trois, mais je préfère les laisser sur la fin parce qu'il y a un intervenant qui est juste, qui va intervenir juste derrière vous, si vous permettez. Oui. Et à la fin, on prendra les questions pour tous ceux qui ont présenté et intervenu durant ce petit séminaire. Magnifique. Alors, je vais juste conclure en disant que justement, pourquoi cet outil technologique important dans le sport ou même dans la formation, on va dire, c'est un outil, en fait, désormais aujourd'hui, il y a trop d'informations et il y a trop de, comment dire, de besoin d'avoir des résultats. Et ces résultats s'obtiennent avec justement les meilleures informations et cette information qui donne ce 1% d'avantage en plus par rapport à l'adversaire ou par rapport au concurrent, si on peut parler d'un business ou d'autre chose. Et c'est pour ça que désormais, c'est indispensable de faire appel à la technologie pour optimiser l'entraînement et pour optimiser l'analyse des données des entraînements pour enfin gagner le match et la coupe. Donc voilà, je laisse ma place au prochain et je reste disponible s'il y a des questions. Merci, M. Nicolo. On va essayer de reprendre un petit peu brièvement.